Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Claire Name. Salut Claire. Salut François, Alors très Claire, heureuse de te retrouver. Merci. ouais, on se retrouve, on se connaît depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier vu ton expertise. Mais avant de rentrer sur ce sujet, je vais te laisser te présenter. Oui, alors je suis ravie de vous retrouver pour parler transformation des entreprises et en particulier du levier que représente la RSE. On va voir que cette RSE, elle permet de relever les défis actuels et surtout est une source de croissance et de valorisation des entreprises, notamment dans le cadre d'une opération capitalistique. La RSE, on va le voir, elle est vraiment incontournable dans ces transactions, tant au niveau du processus que des résultats. Voilà donc notre sujet. Alors qui je suis? Je suis consultante, hein, je suis formatrice également. J'accompagne les entreprises et les organisations dans leur stratégie de RSE et de développement de l'humain. Alors effectivement, on se connaît depuis bien longtemps. J'ai, dans mon parcours, universitaire donc fait une thèse, en droit, hein, sur le conflit d'intérêts et ce parcours de formation initiale, je l'ai complété par, 3 axes de développement. Alors effectivement, la RSE, l'impact, les labellisations, dont Bicorp, nous en reparlerons sans doute. Un axe également autour de l'accompagnement du changement, gestion de projet, innovation managériale, intelligence collective et créative. Et puis un dernier axe, la prévention des risques professionnels, la santé et la qualité de vie et les conditions de travail. Alors je connais aussi le terrain pour y avoir occupé des fonctions de direction pendant de nombreuses années, tant en entreprise d'ailleurs que dans l'économie sociale et solidaire, des contextes troublés, hein, des contextes défensifs, donc avec des enjeux de gestion de crise, de management de transition. Et en tout cas, j'ai pu vivre la RSE de l'intérieur et vraiment expérimenter en quoi véritablement elle pouvait répondre aux enjeux des entreprises et a fortiori les crises. Voilà. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, de l'autre côté en accompagnement de tous ces projets. Donc, à la fois la RSE dans la gestion de projet jusqu'à la communication, voire la labellisation. Et puis, j'interviens aussi sur des sujets focus, qu'il s'agisse de gouvernance ou de sujets davantage tournés ressources humaines. Pourquoi tu as choisi ce thème aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait te spécialiser dans l'accompagnement RSE des entreprises? Alors si je rembobine et d'aussi, longtemps que je me souvienne, je crois que c'est une affaire de vision, hein, de vision du monde. J'ai toujours, été dans une vision relationnelle, hein, une vision partenariale. Alors le challenge, oui, mais effectivement dans la coopération ou on va dire la coopétition pour reprendre un terme, actuel. Et puis je crois que j'ai vraiment dans mon ADN cette valeur de l'engagement et puis de la responsabilité, dans, les actes que l'on pose, dans les actions que l'on mène et a fortiori quand on a un pouvoir entre les mains. Et vraiment, je pense aujourd'hui que ma raison d'être et d'agir, c'est la santé. Je crois que c'est ce fil rouge. C'est-à-dire que c'est la santé de l'entreprise, c'est la santé des collaborateurs, c'est la santé du dirigeant, et puis plus globalement aussi la santé du monde. Et tout ça vraiment pour amener les entreprises et les organisations à des modèles qui soient robustes, qui soient durables, et puis qui soient performants, on va dire triplement performants, et que dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup évidemment partie prenante, chacun trouve sa place à la fois dans le projet d'entreprise et plus globalement dans le projet de société. Voilà ce qui me fait vibrer. C'est un peu ta santé à toi aussi? C'est ma santé sans doute à moi aussi également, mon écologie personnelle, celle des autres et la mienne. On y reviendra à la fin. Hem, Ça marche. Tu t'inscris dans un écosystème aujourd'hui qui est assez large. Heu, Oui. Ouais, alors évidemment, je n'interviens pas seule, j'interviens donc en coopération sur tous ces sujets-là et je travaille donc avec un collectif Performessence qui réunit des coachs, des consultants, des formateurs et notre point commun, c'est d'accompagner les organisations dans leur stratégie et dans leur transformation, bon, à travers évidemment un certain nombre de sujets et avec un certain nombre d'outils. Voilà, donc côté partenaire, et puis en termes d'écosystème client, j'accompagne aussi bien l'économie traditionnelle que l'économie sociale et solidaire, voilà, où j'ai eu plaisir à évoluer. Effectivement, toute taille d'entreprise, que
Il s'agit donc côté RSE, bah, effectivement, donc d'entreprises où il n'y ait pas de responsable, hein, et donc effectivement, il faut amorcer quelque chose, ou inversement des entreprises où il y a déjà, des interlocuteurs RSE et auquel cas l'enjeu est, davantage en termes de challenge, d'aller plus loin. Quand on est TPE ou PME, souvent on fait de la RSE sans le savoir. Tu peux nous remettre un peu les bases de la RSE? Ah oui, alors évidemment, c'est d'autant plus fondamental que l'univers RSE, il est très, très jargonnant, hein, il foisonne, de termes, d'acronymes et malheureusement ça donne à voir de la complexité, ça peut être bloquant pour avancer. Alors, on trouve même d'ailleurs encore de nouvelles notions aujourd'hui dont l'entreprise régénérative, j'en dirais un mot. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale, de l'entreprise et ça traduit la manière dont l'entreprise, donc évidemment dans son projet d'entreprise, va prendre en considération les impacts de ses activités, hein, de ses actions, tant présents que futurs, sur, alors bien sûr en termes économiques, mais également sur l'environnement et sur la société, dans une dynamique, également donc de dialogue, de prise en compte de l'ensemble de ces parties prenantes. Donc la RSE, c'est, on va dire à minima, limiter les impacts négatifs, on parle d'externalités négatives, là où, donc j'introduis cette notion d'entreprise régénérative, on va là beaucoup plus loin, où on cherche à générer de l'impact positif et vraiment, comme son nom l'indique, à régénérer aussi bien les écosystèmes naturels que les sociétés. Patagonia, par exemple, est souvent mis en avant pour illustrer ces entreprises-là. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui, pas de définition claire et pas de critères, donc encore à construire. Peut-être deux autres acronymes, le SG, donc encore une fois, on retrouve l'environnement, le social et la gouvernance pour là introduire la notion d'indicateurs, hein, de critères qui sont pris en compte, notamment par les investisseurs, donc pour évaluer une stratégie de RSE. La RSE, c'est donc la stratégie, le SG, ce sont les critères permettant d'évaluer. Et puis un dernier acronyme, la CSRD, donc La fameuse. effectivement la fameuse, et ça, donc c'est la grande actualité du moment. Dans les médias, on entend parler de CSRD, c'est clair, et on entend souvent parler de neutralité carbone, qui est un des impacts négatifs et souvent le grand public, résume la RSE à la neutralité carbone. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça fait partie, voilà, complètement bien sûr d'un certain nombre d'idées reçues, bah, qu'il faut déconstruire, et ça fait partie, bah, justement des grandes évolutions, hein, qu'on note, au niveau de la RSE, hein, globalement. Tout part, et on peut s'en féliciter, hein, d'une prise de conscience, des enjeux, bah, actuels et de l'urgence à agir et effectivement parmi ces enjeux, bah, un des 1ers, qu'on retrouve, bah, fortement médiatisé, c'est bien sûr le sujet environnemental, hein, c'est ce que tu donc c'est très bien, évidemment, hein, de prendre en compte cette urgence-là, mais attention, la RSE, très justement, tu le disais, ça n'est pas que ça. C'est vraiment une démarche d'équilibre, entre l'ensemble finalement des briques ESG que nous évoquions, voilà, sans quoi l'édifice n'est pas solidement ancré. Peut-être d'autres évolutions, qui sont intéressantes à mettre en avant, c'est qu'on sent aussi une évolution forte et puis bon, c'est mesuré, on ne compte plus le nombre d'enquêtes en la matière, mais qui montre que les attentes des parties prenantes évoluent, hein, des consommateurs, des clients, des collaborateurs, des jeunes aussi, hein, qui sont sur le marché, du travail. Ce qu'on voit aussi, c'est une tendance à une forte médiatisation du sujet, hein, la vertu, RSE est affichée, alors avec, bien sûr une vigilance à avoir sur le greenwashing, hein, sur la RSE washing, des enjeux justement autour de l'acceptabilité des projets, hein, qui sont environnementaux ou sociétaux et puis évidemment, bah, les réseaux sociaux dans tout ça font que ce sujet RSE, il est vraiment, sur le devant de la scène. Autre, tendance importante, et évidemment donc là on fait le lien avec nos opérations capitalistiques, hein, c'est que, les investisseurs, portent de plus en plus d'attention, à ces critères ESG dans leurs décisions d'investissement. Que ça se retrouve également, dans les marchés publics aujourd'hui, hein, progressivement, on retrouve des critères, hein, d'attribution, RSE. Donc ça traduit vraiment cette tendance globale à ce que la RSE, devienne de plus en plus contraignante, de fil
en aiguille. Alors après, générant de ce fait une attention des entreprises, une attention croissante des entreprises à ce sujet-là, quand bien même elles ne seraient pas finalement dans le périmètre contraignant. C'est de nature à finalement embarquer tout le monde. Et puis donc voilà, la CSRD, la fameuse, euh, fait partie donc des dernières évolutions réglementaires et donc contraignantes. Avant de faire un petit focus CSRD, j'ai une question qui est volontairement provocatrice ou provocante. La RSE, c'est pas un truc de pays riches? Disons que c'est un enjeu de tous, tous acteurs, tous contributeurs, parce que la RSE, c'est ni plus ni moins la mise en œuvre du développement durable, des objectifs de développement durable dans les entreprises, dans les organisations. Or, le développement durable, les objectifs de développement durable, c'est effectivement des enjeux, des objectifs qui ont été portés par l'ONU, donc à une échelle mondiale. Il est bien évident que nous sommes des entreprises qui, de par le fait d'être des riches, voilà, avons des impacts qui sont liés à cela. Et donc, effectivement, on a une responsabilité d'autant plus importante. Mmh. Bon, passons un petit peu sur la CSRD. Tous les dirigeants qui nous écoutent ont au moins reçu un mail d'un de leurs conseils dans ces 10 derniers mois, qui parlait de la CSRD. Alors, CSRD, ça veut dire quoi déjà? Ah ah. Alors encore beaucoup d'anglicismes, bien évidemment. Donc une directive, qui, n'est alors est, pas une totale nouveauté puisqu'elle vient remplacer une précédente directive, qui avait amené à la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, donc qui avait contraint un certain nombre d'entreprises. Ça, c'était en 2017 et la CSRD, et donc c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, et donc qui vient encadrer le reporting de durabilité. Les objectifs, donc il y en a deux. C'est alors d'une part de renforcer et de standardiser les exigences en matière de reporting, de durabilité, mais encore et surtout, c'est l'idée clé, d'élargir le périmètre des sociétés qui sont concernées. Donc, autrement dit, en France, on a un scope qui a été multiplié par un peu plus de deux, deux et demi. Donc, on évalue globalement le passage de 2005 à 6000 entreprises aujourd'hui, donc soumises à ce périmètre contraignant. Et au niveau de l'Union européenne, on est passé à 50 000 contre 10 000. D'accord. C'est quoi les sanctions pour une entreprise qui se mettrait pas en conformité avec, la CSRD? Alors, il y en aura effectivement. Alors, j'entre pas dans le détail. Alors, comme on est sur de l'infraction, effectivement, on va avoir à la fois des peines d'amende et d'emprisonnement. En tout cas, ce qui est vraiment pris en considération, c'est à différents niveaux la non-publication du rapport ou la publication d'informations qui seront partielles ou erronées, ou voire même en amont le non-audit du rapport extra-financier, puisqu'effectivement, il est demandé de faire vérifier par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant ce rapport de durabilité, voire même également sanction en cas d'entrave à ces vérifications ou contrôles par les auditeurs. Mais merci pour, ce petit point. Aujourd'hui, c'est quoi le 1er, je dirais le premier pas qu'une société peut faire dans sa démarche RSE? Alors sans doute le premier pas le plus important, c'est de venir faire un état des lieux, alors évidemment ce qui suppose d'avoir appréhendé quand même la RSE, ce qu'elle est, ses opportunités, ses enjeux, savoir évidemment de quoi on parle, c'est ce qu'on a vu ensemble. À partir de là, faire un autodiagnostic ou être accompagné dans un diagnostic. Alors, ce qui a le mérite, du coup, de permettre de voir que on ne part pas de la page blanche, ce qui permet aussi de lutter contre une autre idée reçue, donc de se donner confiance dans la capacité à avancer. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, qu'évidemment, ce diagnostic permet d'avoir une vision très précise de là où on en est, et donc, bien évidemment, pour pouvoir ensuite identifier les impacts prioritaires, les marges de progrès les plus importantes, et puis donc d'élaborer en conséquence un plan d'action qui soit complètement adapté à ce qu'est l'entreprise, à ses moyens et à son ambition. Quand on parle d'ambition, on entend un mot qui résonne, c'est mission. On a entendu parler beaucoup dans les médias de sociétés à mission, notamment de mémoire avec Danone, qui était la première société française, en tout cas, grande société française à adopter ce statut. Tu peux faire un petit focus dessus?
Oui, bien sûr. Alors, la société à mission, l'entreprise à mission, c'est un statut donc juridique, hein, c'est réglementé par le code de commerce. Donc, c'est un statut bah, que l'on choisit, hein, bien évidemment. On y va libre et sans contrainte. En revanche, à partir du moment où on y va, ben, il y a un certain nombre d'obligations qui en découlent. Donc, de manière très concrète, une entreprise qui existe et qui veut aller vers ce statut-là va modifier ses statuts juridiques et au sein des statuts juridiques va écrire, graver dans le marbre sa raison d'être et un certain nombre d'objectifs stratégiques, d'objectifs généraux en termes environnemental et sociétal. Raison d'être, c'est le why profond de la société? Si on devait le résumer? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis là? Effectivement. C'est vraiment le sujet parce que très souvent les entreprises, hein, commencent par, le quoi et le comment. Là où voilà, si on raisonne cercle d'or, c'est, la première question, c'est effectivement le pourquoi, on est là. Quel impact on veut créer? OK. Hem, Pourquoi on se lance en RSE? Alors, parce qu'on y est contraint, Bah, par exemple. Parce qu'on y croit profondément et puis parce que la RSE, alors de manière négative, ça vient, bah, limiter un certain nombre de risques, très clairement, des risques donc on l'a dit, bah, effectivement juridiques, des risques en termes de réputation, le risque social, le risque aussi financier. Mais je crois aussi que, c'est surtout, riche, d'une grande richesse, hein, et que ça représente de nombreuses opportunités. Aller, s'inscrire dans une démarche RSE, c'est, bah, questionner son business model, hein, le revisiter. Donc en conséquence, hein, c'est, des occasions d'innover, de développer aussi une capacité d'adaptation, hein, plus globalement. Faire différemment, bah, c'est aussi une manière à un moment donné de trouver des leviers pour réduire des coûts. Encore, mais il est temps d'y aller, possiblement, disposer d'un avantage concurrentiel et donc effectivement se différencier et donc asseoir une image, et puis créer, une performance globale. Alors il y a peu d'études, très récentes, mais en tout cas, on en a une de voilà, de France Stratégie qui mettait en avant une corrélation de plus 13 hein, pour voilà, des entreprises qui, encore une fois, hein, vraiment s'inscrivaient dans une démarche volontaire en matière de RSE. Puis je crois que voilà, encore une fois, fondamentalement, c'est par la RSE répondre, bah, voilà, aux enjeux du monde et aux urgences du monde d'aujourd'hui. Bah, je pense que tu résumes enfin, ce que tu dis, ça se résume bien et ça parle forcément à un dirigeant qui, à un moment ou à un autre, veut prévoir, une phase de croissance de son entreprise. C'est un axe de travail, fort pour, optimiser un petit peu tous ces processus. Exactement. C'est l'occasion, de re-questionner l'ensemble des processus. Si on a d'ailleurs aussi, hein, une démarche, une certification ISO 9001, bah, c'est, l'occasion de re-questionner la cartographie des processus où on ne cherche plus, à prendre en considération, les attentes du client vers la satisfaction client, mais là, plus globalement, on va prendre en compte les attentes de toutes les parties prenantes pour briguer la satisfaction des parties prenantes. Tu as parlé d'ISO, tu peux nous faire un petit focus sur les différents labels dont on entend parler aujourd'hui? Oui, alors il y a alors non pas une norme, hein, mais des lignes directrices, qui servent de guide, hein, en matière de RSE, c'est donc l'ISO 26000 et donc aujourd'hui, l'ensemble des labels, hein, qui appréhendent la RSE, ben, intègrent bien évidemment cette ISO 26000. Alors les labels, il y en a, pléthore, on parle même de jungle des labels. Alors il y a effectivement du choix et donc on peut, voilà, distinguer selon qu'on a un enjeu B2B, B2C ou qu'on veut aller sur la RSE, dans sa globalité ou, éventuellement certaines thématiques au sein de la RSE. Donc on a les labels qui sont dits généralistes, comme Bicorp que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire là, on appréhende toutes les composantes, tous les éléments de la RSE. On a en revanche des labels qui, eux, sont thématiques, comme par exemple Great Place to Work, qui va vraiment venir appréhender le côté qualité de vie, conditions de travail, voilà, marque employeur, expérience collaborateur. Et puis, on a aussi aujourd'hui un certain nombre de labels qui sont, eux, pour le coup, sectoriels. Beaucoup sont portés par l'AFNOR. Voilà, donc on en a, par exemple, au niveau des entreprises d'insertion, on peut en avoir sur, le secteur du BTP, par exemple. Et c'est vrai que la tendance aujourd'hui, elle est plutôt à aller vers des labels justement, sectoriels, parce que complètement adaptés aux réalités du secteur d'activité concerné. Tu nous as dit là sur les entreprises, bah, effectivement la première partie, le premier pas, c'est un diagnostic ou un autodiagnostic.
quelles sont les grandes étapes pour, réussir sa transformation RSE? Alors, quand on parle de RSE, en tout état de cause, il y a une notion de changement, il y a une notion, également de transformation derrière. Heu, donc, tout dépend bien sûr d'où on part, mais si on est dans une entreprise où la RSE est très, très peu présente, bah, effectivement, ça va être quand même un certain chamboulement. Il faut avoir, en tête qu'il s'agit vraiment d'accompagner, le changement. Alors, changement, transformation, moi, c'est vrai que je fais une nuance. Pour moi, le changement, voilà, on sait que des process, bon, OK, voilà, on change la manière de faire. C'est assez simple. La transformation, elle va toucher vraiment à la culture d'entreprise, elle va toucher vraiment aux personnes et à la capacité d'intégrer pleinement le changement et de l'inscrire dans la durée. Voilà, donc et évidemment, la RSE, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans la durée, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête, qu'il faut accompagner le changement. Après, en général, moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, les étapes, on doit les adapter selon la taille de l'entreprise et puis la maturité. Mais en tout cas, dans voilà, en une boucle d'amélioration continue, on peut distinguer 8 grandes étapes. D'abord, il faut évidemment repartir de la vision de l'entreprise et se dire, bah, finalement, hein, dans la vision que j'ai aujourd'hui, dans mon projet d'entreprise, quelle est la place, que je souhaite, donner à la RSE. Donc c'est là, comme on le disait, qu'on revoit une cartographie des processus, qu'on revoit aussi peut-être, voilà, le business model, qui avait été fait initialement. Ensuite, moi, ce que je préconise, c'est d'entrer dans la phase de sensibilisation, voire de formation et en particulier, des collaborateurs et vraiment des parties prenantes internes, parce que c'est le projet d'entreprise, donc il s'agit vraiment de donner envie d'embarquer et c'est ce qui permet ensuite, donc troisième étape, de pouvoir déterminer une gouvernance, hein, une gouvernance projet, RSE, comité de pilotage, groupe de travail et vraiment de mobiliser les forces vives qui ont envie de s'inscrire dans ce projet-là. Le diagnostic, bien évidemment, diagnostic accompagné est important. Donc c'est le fameux état des lieux qui permet de voir quels vont être effectivement les enjeux pour l'entreprise. Et ces enjeux pour l'entreprise, ensuite, il va falloir, eh bien, les questionner, les soumettre aux parties prenantes, qu'il faut évidemment avoir identifiées au préalable. Voilà, entrer dans un dialogue. Les modalités sont d'ailleurs diverses pour voir si elles, les parties prenantes, eh bien, ont la même vision des enjeux de l'entreprise. Ce qui permet du coup de déterminer, je fais ça parce que c'est la matrice de matérialité, c'est-à-dire de faire croiser effectivement les enjeux pour l'entreprise et pour les parties prenantes et de voir bah, où est-ce qu'il va falloir aller développer, hein, développer des actions. Et puis effectivement, bah, construire donc classiquement, voilà un plan d'action avec des objectifs stratégiques et opérationnels. Tout ça, bien sûr, devant être suivi avec un tableau de bord. Et puis la communication, hein, bien sûr, tout au long du projet et a fortiori bah, quand on a bouclé, parce qu'on peut donc valoriser et éventuellement à travers un label. C'est quoi les grandes résistances qui arrivent dans le processus de changement dans l'entreprise? L'impression, que la RSE, c'est un truc en plus, essentiellement, hein, voilà, alors qu'encore une fois, bah, la RSE, elle est souvent, présente sans le savoir, hein. Donc c'est souvent la 1re résistance, voilà, c'est les résistances classiques, hein, de l'accompagnement du changement. C'est aussi se dire: «Le truc en plus et est-ce que je vais être en capacité de faire? Comment mon métier va-t-il évoluer?» parce qu'effectivement, on le voit, aujourd'hui, les métiers changent. Les métiers changent. Il s'agit plus simplement de faire une fresque du climat, il s'agit vraiment de réfléchir avec les équipes sur comment chaque métier va devoir intégrer ces enjeux de durabilité. La communication, du coup, tu as fait une petite parenthèse dessus, mais ça reste probablement, comme toujours, la meilleure façon d'accompagner le changement. Exactement, exactement. C'est le levier principal, l'outil principal à tous les stades, tout au long de la démarche. Alors, du coup, ça suppose de cadrer cette communication qui souvent est menée de manière un petit peu intuitive, c'est d'avoir un plan de com, effectivement, un plan de com RSE. Donc, on l'a dit en amont, on sensibilise, effectivement, on forme. La communication, c'est aussi, on l'a dit, donc avec une enquête auprès des parties prenantes et là aussi de manière régulière à chaque étape du projet et puis évidemment, surtout aussi une fois que le projet est abouti, on l'a évoqué. A posteriori, ça passe aussi par un rapport RSE, hein, même si on n'est pas, obligé de faire un reporting de durabilité, il est toujours pertinent quand on entre dans une démarche RSE, d'imaginer une communication à travers un rapport RSE et puis on l'a dit, le label est aussi un moyen, de montrer, de démontrer, ce qui est fait.
Petite parenthèse, toi, à partir de quelle taille d'entreprise tu préconises de rentrer dans une démarche RSE? Il n'y a pas d'enjeu de taille finalement. Ça, c'est encore une idée reçue qu'on entend très souvent en disant que c'est que l'affaire des grosses entreprises. Alors, si on se place du côté périmètre contraignant, oui, peut-être, mais encore une fois, telles sont les opportunités, que toute entreprise, a effectivement, à y gagner. Donc on est tous des colibris, on doit tous faire notre part, en fait. Exactement, exactement, le colibri et puis alors n'oublions pas, moi j'insiste beaucoup, là-dessus, c'est que, voilà, en sociologie, le tipping point, c'est les 10, hein, donc voilà, si on fait partie de ces 10 engagés, on a la capacité à faire basculer, positivement, vers la RSE. C'est quoi le grand impact sur les collaborateurs d'une démarche RSE? Entre, on va dire, les impacts positifs, la pression supplémentaire qu'on peut ressentir, et surtout, de quelle façon, l'entreprise se valorise auprès de ses collaborateurs, de sa démarche RSE? Alors moi, ce que je perçois, c'est que la RSE, elle est porteuse de sens et aujourd'hui, c'est clairement ce que, les collaborateurs attendent. Voilà, moi, l'expérience que j'ai, c'est que les encore une fois, bon, on n'embarque pas tout le monde d'un coup, effectivement. Donc, dans la démarche, c'est ce qu'on a dit, il faut aller cibler ces 10 hein, qui ont envie de s'impliquer, et voilà et de les choisir aussi de manière à ce qu'ils puissent être donc des ambassadeurs, auprès des collègues. Voilà, ça encore une fois, la RSE, c'est une thématique, hein, qui met du dialogue professionnel, mais aussi du dialogue social, hein, finalement à travers les élus. Donc aujourd'hui, c'est aussi une attente hein, des équipes et des collaborateurs, c'est d'avoir de l'autonomie, c'est de pouvoir parler du travail, parler de l'entreprise et être contributeur. Donc en ce sens, la RSE permet vraiment de répondre à toutes ces attentes-là. Et puis, la RSE va amener aussi à réfléchir à de nouvelles manières de faire. C'est-à-dire, on va peut-être questionner l'intrapreneuriat, on va, questionner, le mentoring, voilà, encore une fois la capacité à s'auto-organiser. Donc ce sont des attentes aujourd'hui des équipes. Tu as des grands exemples de transformation réussie, à ce niveau-là? Il y a plein de bonnes choses, évidemment, dans moi, ce que j'ai pu, accompagner. Encore une fois, je reviens sur vraiment l'importance du dialogue social et du dialogue professionnel. La RSE, c'est pas que l'affaire du dirigeant. Alors bien sûr qu'il est porteur, bien sûr qu'il insuffle, mais autour de lui, c'est aussi une chaîne managériale et c'est toute son équipe, hein, toutes ces équipes. Voilà et du coup, voilà, si on est sur le G de la gouvernance, pour moi, la bonne pratique, c'est vraiment la RSE au cœur de tous les dialogues, et effectivement vraiment, au quotidien. Sur, la partie donc collaborateur, je crois qu'on l'a évoqué. Sur la partie plus sociétale, hein, c'est-à-dire là qui va concerner, les personnes en dehors de l'entreprise. Je pense surtout moi aux relations avec les fournisseurs hein, et les sous-traitants. C'est vraiment avoir une politique hein, de relations donc de qualité et ce qui amène également à faire des achats responsables. Et là, d'ailleurs, il y a un label spécifique en la matière. Et puis peut-être que sur l'environnement, une des premières actions importantes, c'est, de faire un bilan carbone, hein, puisque évidemment aujourd'hui, dans le sujet de l'environnement, il y a notamment, hein, les émissions de gaz à effet de serre et voilà et ce bilan, effectivement permet de savoir où on se situe. Si j'étais collaborateur et que mon dirigeant n'était pas particulièrement sensible à ce sujet-là, comment, tu me conseillerais de lui présenter et de l'amener à cette réflexion-là? Alors, dans la conduite du changement, on dit qu'il faut créer l'urgence. Voilà, donc je pense que, il y a ces enjeux de finalement un peu de chiffres chocs, hein, autour des enjeux, environnementaux, sociaux et sociétaux. Souvent les entreprises aujourd'hui sont confrontées, à un déficit, de marque employeur, hein, d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. Donc là, on a un argument qui est essentiel, c'est que la RSE, parce qu'elle donne du sens, parce qu'elle est fédératrice, mais effectivement, elle permet, d'attirer aujourd'hui des collaborateurs et de les garder. Alors encore une fois, si, n'oublions pas, hein, si la proposition de valeur est effective. Et du coup, je vais poser la question inverse. Je suis dirigeant, je suis sensible, mais j'ai une forte résistance de mes équipes. Hem, ou en tout cas, j'ai un manque de sensibilité à court terme de mes équipes. En tant que coach, comment tu interviendrais?
Alors souvent, encore une fois, je reviens à la formation, c'est que souvent il y a un manque de sensibilité parce qu'il y a un déficit de connaissances. Voilà, donc encore une fois, par cette étape-là, on fait prendre conscience des enjeux et des opportunités et puis il faut creuser derrière. C'est et qu'est-ce qui fait, l'insensibilité, au sujet? Et souvent, bien sûr, derrière, bah, il y a des peurs, et puis donc voilà, des émotions qui peuvent être désagréables et qui sont liées à la perspective d'un changement, hein. Voilà, effectivement, c'est toujours assez confortable d'être dans une forme de routine, voilà, donc questionner les émotions désagréables et donc les besoins, hein, c'est ça finalement, pour y répondre, et donc encore une fois rassurer. Tu as développé des techniques ou des outils pour, sensibiliser les équipes à la RSE? Oui, alors j'ai toujours, intégré dans mes accompagnements, des outils visuels, hein, du management visuel et puis du jeu, pour mettre du plaisir, hein, autour, voilà, de sujets qui peuvent être assez lourds, bien entendu, et donc j'ai, finalisé avec 2 de mes partenaires, au dernier trimestre donc de 2023, un jeu sérieux, j'insiste, qui s'appelle Top RSE, s'engager par le jeu, donc effectivement qui est, un support pour des accompagnements, pour des formations, et pour vraiment former à tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire effectivement, c'est quoi la RSE? Pourquoi, on doit y aller, hein, ça c'est un non-choix maintenant, hein, même n'étant plus, dans le périmètre contraignant et comment on fait? Pour amener vraiment à l'issue, de cette journée, à un plan d'action, hein, parce que bien sûr, il faut être opérationnel et collé, aux réalités des entreprises. Donc le jeu amène l'action. Le jeu amène l'action, bien sûr, bien sûr. On a un vrai cheminement, hein. Ce jeu, il a été pensé avec bien sûr, toute une ingénierie, hein, derrière, et on passe par des étapes préalables, qui sont effectivement plus introspectives, notamment, hein, avec une bonne dose d'inspiration, parce que sans ces étapes préalables, il ne peut pas y avoir la remontée, dans l'action. C'est un jeu que tu commercialises ou que vous utilisez juste dans votre, collectif? Il a été pensé aujourd'hui pour être notre support, hein, D'accord. donc dans ce trio, mais effectivement, on a aujourd'hui un certain nombre de demandes, donc le modèle, est susceptible d'évoluer. D'accord. Il y a quel projet RSE qui t'a rendu particulièrement fier? Hem, alors, bon, chaque projet, voilà, est riche et est un succès pour moi. Alors après, je pense qu'il y en a certains qui me touchent plus particulièrement, parce qu'il y a certains secteurs d'activité, voilà, je parlais de l'ADN tout à l'heure, voilà, qui sont peut-être un peu plus ancrés en moi. Le secteur du logement, par exemple, qu'il s'agisse de bailleurs, de promoteurs ou de constructeurs, parce qu'au-delà, bon, voilà, des enjeux bien sûr forts de ce secteur d'activité, mais parce que derrière il y a le droit au logement. Voilà, et c'est un droit fondamental. J'ai parlé tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire. Je trouve aussi passionnant parce que bah, la RSE finalement elle est native, en tout cas sur la partie sociale, sociétale. Le gap est plus sur les sujets environnementaux. Et je trouve que vraiment il y a une inspiration réciproque à avoir, hein, entre l'ESS et l'économie traditionnelle. Voilà, et peut-être un dernier secteur d'activité, bah, donc étant juriste, j'ai plaisir à accompagner, les professions du chiffre, et du droit, notamment parce que ce sont des professions qui souffrent, voilà, d'une image peut-être un peu fermée, et voilà, en tout cas la philosophie RSE n'est sans doute pas flagrante dans ces secteurs d'activité, donc c'est intéressant. Tu as constaté depuis que tu fais ça, des grandes tendances et des grands changements dans l'appréhension de la RSE par, les entreprises? Ce qu'on évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, voilà. Donc soit il y a la vraie prise de conscience parce qu'il y a des défis, il y a des enjeux, voilà, et donc là, il y a vraiment une démarche pleinement volontaire. Bon, bah, il y a ceux effectivement qui y vont parce qu'ils font partie du périmètre contraignant. N'oublions pas qu'au-delà du périmètre contraignant, c'est que si moi je suis dans une chaîne de valeur où, j'ai un donneur d'ordre qui lui est contraint, moi de fait, je vais l'être, hein, aussi puisque mon donneur d'ordre va me demander de démontrer un certain nombre d'actions RSE. Donc ça, c'est de nature quand même aussi à embarquer tout au long de la chaîne de valeur et c'est sans doute très bien. Je crois qu'il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui sont clairement, voilà, opportunistes, hein, on a dit puisqu'il y a des opportunités, bon voilà, pourquoi pas, hein. Moi ma vision, c'est que plus nombreux nous serons dans cette démarche et mieux ça vaudra. Ce qui est sûr en revanche, c'est que si la démarche, elle est purement opportuniste et qu'à un moment donné, il y a pas, un minimum d'alignement et de conviction,
le risque, c'est que cette démarche ne s'inscrive pas, dans la durée. Je comprends. Est-ce que le Covid a transformé l'appréhension de la RSE par les personnes? Alors, sans doute parce que je crois que, le Covid a aussi changé beaucoup la vision du monde, plus globalement. Mais c'est vrai que le quotidien a amené à des réflexions, c'est-à-dire, quid, du télétravail, par exemple? Heu, voilà, en termes de qualité de vie, pour les collaborateurs, en termes d'impact aussi, par exemple, sur les déplacements, avec la généralisation aussi, de la visio. La place aussi effectivement de la santé. On en parlait de la coopération, donc ça a repositionné. On a vu aussi, bah, évidemment que, cette période, elle a été sans doute en partie mieux vécu par les personnes qui avaient un contact avec la nature. Heu, Beaucoup en ont profité pour cuisiner différemment, pour, jardiner et cetera. Donc oui, ça a repositionné, je crois, les choses et les enjeux. Toi, c'est quoi tes grandes inspirations aujourd'hui et comment tu nourris ta démarche RSE, personnelle? Alors moi, il y a eu un ouvrage, qui a été, lumineux pour moi, sans doute aussi, voilà, une époque où j'étais, dans l'opérationnel, hein, où j'étais sur le terrain et je me sentais assez, isolée, dans ma vision du leadership. Alors il est connu cet ouvrage, hein, c'est celui de Frédéric Laloux, sur, le fait de réinventer, hein, les organisations. Et je me suis pleinement retrouvée. Je pense que c'était, ben, ni plus ni moins ce que je faisais de manière intuitive et ça m'a fait du bien, hein, de voir que je n'étais pas seule, et que pour le coup, ces manières de faire, bah, elles fonctionnaient plutôt pas mal. Donc trois piliers, hein, dans la modélisation que Frédéric Laloux a fait donc de ses observations. C'est l'autonomie, hein, vraiment cette dynamique d'auto-organisation. L'authenticité, également, hein, pouvoir être soi-même au sein de l'entreprise, remettre, finalement aussi au cœur, du système et redonner sa place, bah, aussi, à la partie plus émotionnelle de chacun. Le raisonnement, c'est bien, mais l'intuition, également et puis cette notion de raison d'être, évolutive. Avoir des plans, c'est bien, mais avoir aussi une vision un peu plus organique où il y a des opportunités et il faut être justement, voilà, capable, d'absorber les changements, et d'évoluer, hein, en étant ici et maintenant. Finalement, voilà, je me suis retrouvée pleinement dans cet ouvrage-là. En introduction, tu as parlé que la RSE permettait, de croître et on a entendu, mais aussi, permettait de challenger la résilience. Hem, il y a quelque chose auquel je suis de plus en plus sensible, c'est le contexte, enfin, c'est le concept d'antifragilité. Aujourd'hui, tu viens à quelqu'un qui réfléchit, antifragilité et résilience de son organisation, tu pourrais lui donner des exemples concrets de l'impact de la RSE sur cette partie-là? Alors, on a beaucoup parlé, de performance. Bon, OK, je pense que voilà, le terme parle aux entreprises. Mais aujourd'hui, et ça fait partie des discussions notamment avec mes partenaires sur le jeu, c'est que de plus en plus on parle de robustesse, hein et donc finalement ça rejoint ce que tu dis, hein, de voilà, d'antifragilité. Aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, elle a de la valeur si elle est robuste et donc la robustesse, c'est cette capacité à absorber, finalement le changement et la RSE, ça vient re-questionner les manières de faire en permanence. Donc ça alimente vraiment cette capacité d'adaptation permanente, bah, ce dont le fameux monde VICA donne une nécessité. Mmh. Quand tu interviens en coaching, c'est quoi un peu la démarche aujourd'hui? Alors, il y a le coaching, l'accompagnement, effectivement, qui peut être individuel ou collectif. S'agissant du dirigeant, et puis manager, on va dire codir, il y a une double optique. C'est-à-dire, 1 point qui est de questionner sa vision du leadership responsable, effectivement. Comment j'intègre la RSE dans ce leadership-là? Comment je l'incarne évidemment? Comment je le fais vivre? Et puis d'accompagner aussi ce dirigeant dans la bonne gestion de ses propres ressources. Et donc, on en parlait tout à l'heure en introduction, de l'amener vraiment à réfléchir au maintien, hein, de son écologie personnelle, parce que justement, cet environnement qui est incertain, il soumet à rude épreuve, il soumet à un grand stress. Et évidemment, ça n'est pas sans impact sur la santé du dirigeant et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que trop souvent le dirigeant, s'oublie. Le dirigeant, voilà, comme tous ses collaborateurs, il y est soumis et il doit être pleinement intégré, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
C'est un bon focus. On avait vu en début d'année avec, Stéphane Seguin, l'intérêt de la démarche de coaching, mais tu reviens dessus, et le monde VUCA, ou VICA en fonction de la langue, Ouais. on le vit pas de la même façon. Toi, c'est quoi ton écologie personnelle? Alors ma ressource, pour déconnecter, et trouver l'inspiration, c'est le yoga, hein. Je pratique depuis, plusieurs années et le point commun avec la RSE, bah, c'est que, le yoga, c'est l'humilité et c'est l'ancrage, voilà. Et au cours d'une pratique de yoga, bah, je trouve qu'il y a énormément de parallèles, avec ce qu'on vit, dans l'entreprise, notamment, c'est, trouver du confort dans l'inconfort, par exemple, et c'est trouver aussi l'équilibre entre l'engagement et le lâcher prise. Voilà, donc inspirant, évidemment pour les accompagnements que je propose. Si un dirigeant, qui écoute, a envie de te contacter, comment il prend contact avec toi? Alors je suis assez active sur, LinkedIn, donc je pense que c'est le canal qui est parfait. Je communique, sur mon actualité, mais je communique aussi des ressources sur la RSE. Voilà, donc je vous invite, à aller, visiter mon profil. OK. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites, rajouter, à cette intervention qu'on n'a pas vue? Alors il y a un point important, c'est que souvent on parle beaucoup du pilotage financier, du pilotage économique, et avec la RSE, on introduit la notion de pilotage de sens. Voilà, et je pense que là, bah, on a tous les morceaux entre les mains. Également insister sur le fait que par la RSE, on peut vraiment intégrer, la prise en compte du capital immatériel. Donc c'est vraiment voilà une vision encore une fois beaucoup plus globale. Voilà et donc voilà, en tout cas j'espère que, vous avez perçu, que la RSE a un potentiel de création de valeur, important. Bah, c'est un actif, en capital immatériel qui est non négligeable et que dans la démarche, Scale qu'on push et Scale to Sell, on valorise, à fond, donc parfait. Écoute Et à Claire, tout stade, encore une fois, de la vie d'une entreprise, hein, insistons sur le fait que voilà, on peut être une entreprise en place depuis plusieurs années, il n'est jamais trop tard. Voilà, et ça peut être évidemment à intégrer aussi, au moment où on réfléchit, à la création d'une entreprise. Donc à tout stade, c'est possible. et moi je pense que enfin, si je devais donner ma pensée, c'est que y penser au début, c'est parfait. Tout dépend de l'équipe initiale. L'intégrer en cours de route, il faut se structurer pour que ça infuse. Moi, je dirais que la RSE a un vrai sachet de thé là-dessus. Il faut vraiment que ça infuse et que les différentes parties prenantes, y trouvent leur intérêt et que ça nourrit le sens que les différents, collaborateurs peuvent avoir, dans leur travail, donc voilà. Écoute Claire, Exactement. je te remercie vraiment pour cette intervention. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi et du coup, bah, j'espère que tu seras sollicité et puis, j'ai hâte que tu représentes le jeu peut-être dans une pastille qu'on pourrait être amené à faire. Par exemple, avec Voilà, grand plaisir. un petit teasing sur ce qui va arriver, voilà. Super. Et ben, écoute Super. Claire, à très Merci bientôt. François, merci beaucoup. Salut.